Bonjour, donc il va y avoir trois rapides parties dans la présentation. Une première partie pour expliquer qu'est-ce qu'une jeune entreprise française va faire dans la machine-outil, alors qu'on vient de dire que ce n'est pas forcément le secteur le plus florissant en français. Deuxième partie pour un cas client, et je remercie Lidal d'être venu ici, parce que les cobots, on en parle beaucoup ici, on en voit beaucoup dans les salons, mais des vrais cas de use case dans les usines, on en voit moins. Donc revenir sur un cas. Et enfin, une troisième partie pour appuyer sur certains use cases sur lesquels on essaie d'innover. Alors, Miprobotics, nous, on est plutôt une jeune entreprise. Hein. On a été créé il y a 4 ans. Et on est parti sur un constat simple, c'est qu'on faisait le tour des PME françaises et on se rendait compte qu'il y avait encore une réalité, c'était celle-là. Et 8 heures par jour, voilà. 8 heures par jour, c'est long. Donc on s'est dit, avant de parler d'intelligence artificielle et ce genre de choses, on va d'abord s'attaquer à ce problème-là. Donc on allait voir les patrons de PME industrielles, on leur demandait, mais vous n'avez pas envie d'automatiser? Ils disaient, si, on en rêve. Mais aujourd'hui, les technologies ne sont pas adaptées, nous, à nos petites séries, à nos moyens de production, à notre atelier. Voilà. Donc on a fait un cahier des charges avec eux, ils nous ont dit, bon, globalement, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un truc facile à programmer, que pas avoir besoin de déranger un roboticien à 50 km pour le programmer. Un truc pas dangereux parce que moi mettre des barrières autour, il faut que je casse tout mon atelier. Et enfin quelque chose avec un retour sur investissement plausible. Voilà. Donc c'est fixé ce cahier des charges là pour lancer un Kobo. Donc dans ce que je vous ai dit, il y a d'abord le fait que l'opérateur puisse s'approprier l'outil. C'est-à-dire qu'avant, on avait des robots qui travaillaient d'un côté et des opérateurs qui travaillaient de l'autre. Ce qui est très nouveau maintenant, c'est que l'opérateur va travailler avec le robot. Donc un gros changement culturel et d'appropriation pour faire évoluer ces machines. Je prenais l'exemple, à côté de nous, sur le stand, il y a IBM à côté. On prenait cet exemple-là avec quelqu'un d'IBM pour se dire, les robots historiques qu'on connaît sur les chaînes automobiles, c'est un peu les ordinateurs d'IBM au début des années 80. Voilà. Et puis petit à petit, les ordinateurs, on a continué. Aujourd'hui, on a tous des personal computers, des PC. Nous, les robots qu'on développe, ça va pas être les mêmes robots que vous connaissez d'habitude, qu'on connaît sur les chaînes automobiles. Ça va plutôt être la troisième main de l'opérateur. Donc l'outil vraiment pour aider l'opérateur. Voilà. Avant, potentiellement, il avait un marteau. C'était une aide. Maintenant, il aura un bras de robot pour automatiser la partie la plus pénible, la plus répétitive. Donc tout un changement de qu'est-ce qu'on confie à l'opérateur, qu'est-ce qu'on confie au robot là-dedans, et comment on initie un changement culturel aussi dans l'entreprise pour que l'opérateur comprenne que c'est son ami et pas son ennemi. Donc l'avantage de créer une machine de zéro, c'est qu'on peut directement intégrer les dernières technologies. Donc il y a beaucoup de problèmes dans l'usine 4.0, c'est de prendre des machines qu'on a, qui datent d'il y a 30 ans, pour pouvoir les connecter avec des technologies d'aujourd'hui. Donc ce qui fait que nous, en ce moment, on fait des différents projets d'usine 4.0, notamment avec la branche industrie de PwC, sur lequel on est en train de faire une usine pilote, où très facilement, on peut venir connecter ces machines, et on en a déjà parlé, donc je vais aller rapidement, pour faire de la maintenance prédictive. Donc on voit tous les courants moteurs, par exemple, pour se rendre compte que dès qu'il y a un moteur qui consomme un peu trop, il y a un problème, on va alerter, pour faire des suivis de production assez fins, et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant je vais laisser Dylan Ranchou parler un petit peu de leur expérience. Merci. Du coup, je vais vous présenter notre cas d'application chez Lidal. Lidal, c'est un équipementier automobile spécialisé dans les écrans thermiques et les écrans acoustiques, donc en sous-bassement véhicule ou compartiment moteur. Donc, qui dit automobile dit gros volume et forte cadence principalement. Donc, ces références que vous pouvez voir actuellement, c'est plus de 100 000 pièces à l'année, donc de grosse cadence. Et donc, on est parti sur de l'automatisation d'un assemblage initialement manuel. Donc en plus de cette automatisation, nous avons résolu pas mal de problèmes ergonomiques et TMS. Donc initialement, l'opérateur venait fermer des petites pattes en aluminium sur de la fibre. Le fait d'utiliser un Kobo comme celui de MIP, ça nous permet d'utiliser un robot pour des tâches d'application qui sont répétitives. Comme on peut le voir, toujours les mêmes applications. Pourquoi un robot MIP? Principalement pour sa facilité d'installation. Donc il arrive par la poste, vous le mettez en position, vous avez juste à le programmer.
Par derrière, nous avons rajouté pas mal d'automatismes pour la gestion des électroaimants, pour le blocage des plateaux, la gestion des vérines. Derrière, au niveau programmation, c'est très simple également, pas besoin de programmateurs ou d'automaticiens spécialisés. On a pu créer 4 programmes en un en fonction des cas de posage différents. Et également, donc, on est très satisfait par l'augmentation de cadence qui sera d'autant plus augmentée par l'achat d'un second Kobo qui est en cours et donc le retour d'investissement qui est inférieur à 6 mois sur ce type de projet. Merci beaucoup. Je vais prendre 3 autres cas un peu use case intéressants sur lesquels on essaie d'innover. Il y a une chose, on s'aperçoit que historiquement, les robots, vous avez une application, je prends une application de vissage, vous avez essayé de trouver quelqu'un près de chez vous pour trouver le bon robot, la bonne visseuse, intégrer le tout, faire des tests, etc. etc. Ce qui fait que c'est très long et du coup, on arrive avec des ROI assez longs, etc. Donc, on essaye de faire, c'est essayer de faire plutôt des solutions préintégrées qu'on peut envoyer chez les clients, qui soient très simples à installer. Donc là, il y a 2 cas qu'on a fait récemment. Donc un cas, c'est un Kobo visseur, où la visseuse est déjà intégrée électroniquement, mécaniquement, et avec une fonction logicielle spécifique, pour que pareil, en 3 clics, on puisse facilement programmer le robot visseur et avoir une solution intégrée. Un autre cas qu'on développe en ce moment, c'est la même chose, pour du brasage, voilà, pour des soudures. Dans le cadre de là, on a un premier use case dans le cas de batterie là-dessus. Première idée d'application vraiment intégrée. Deuxième chose, on se rend compte, et c'est un peu l'idée qu'on a créé la société, qu'on avait essayé de développer des nouveaux usages. Pour prendre une comparaison, c'est un peu comme l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, ça existe depuis des décennies, sauf qu'on n'entend parler que depuis 10 ans, parce qu'il y a des entreprises qui ont fait des modèles plus simples à utiliser et moins chers. Et comme on a la technologie, derrière, on a développé les applications. Nous, c'est un peu l'idée avec la robotique également, c'est de se dire, en développant des robots un peu moins chers, un peu plus faciles à utiliser, on peut demain créer de nouvelles applications. Donc, par exemple, en ce moment, on vend pas mal de cobots pour une application qu'on n'avait pas devinée à la base. C'est des bureaux d'études qui ont besoin de tester, faire des tests de fatigue sur les nouveaux produits. Et en fait, avant, ils construisaient une machine spéciale où ils envoyaient ça à des laboratoires d'essai, des choses qui leur allaient pas tellement parce qu'à chaque fois, il y avait des inconvénients. Et aujourd'hui, ils programment en 3 minutes un robot. Il va faire 15 000 cycles pour tester un nouveau bouton, un nouveau matériau ou autre. Et puis la semaine suivante, en 3 minutes, il reprogramme pour faire autre chose et qui va retester. J'ai un cas d'un client où avant, c'était le stagiaire thésard qui appuyait sur le bouton 15 000 fois pour savoir si c'était suffisamment résistant. Parce que c'est ce qu'il avait trouvé quand même de plus réactif. Donc ça, c'est aussi intéressant d'ouvrir le champ des applications là-dessus. Et le troisième exemple, et c'est la démonstration qu'on montre à côté, donc je vais en profiter pour en dire un mot, avec un de nos partenaires qui fait de la vision industrielle, c'est tout ce qui est contrôle qualité. Donc on sait qu'en ce moment, c'est une thématique quand même assez phare chez les industriels. Et donc là, vous avez une caméra qui va détecter sur une chaîne, dès qu'il y a une pièce qui a un défaut. Donc derrière, c'est les algorithmes de deep learning. Donc on ajoute un deuxième cerveau au robot. On a un premier cerveau moteur, puis là on a un deuxième cerveau visuel qui va, dès qu'il y a une pièce qui a un défaut, demander au robot de sortir la pièce et de la mettre au rebut. Donc ça, c'est assez intéressant là-dessus. Et voilà, on parlait tout à l'heure de chasser en meute, etc. Donc nous, vous voyez, j'ai cité pas mal de partenaires dans les différents projets. Et nous, on pense aussi que l'industrie 4.0, c'est réussir à lier les technologies. Donc nous, ce qu'on fait bien, c'est le bras de robot. Et donc on est toujours à la recherche de partenaires qui peuvent avoir des technologies complémentaires pour proposer des choses, comme je disais, très plug and play pour les clients finaux. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous deux.